Calabasica, huesico mío, filla mía regalada. Ah, c'est superbe. Eh bien, Nourit, je suis heureuse de t'avoir connu quand on était jeune. On s'est connus jeunes, hein, et le temps est passé. Et... J'espère que tu es contente aussi de me connaître vieille. Non, mais il y a une œuvre depuis, une grande œuvre, une belle œuvre. Belle, je préfère. Voilà. Et grande et belle, allez. Voilà. Et donc, il faut dire voilà, que je suis très contente aussi qu'on se retrouve ici avec ton nouveau film, parce que des mots qui restent au 3 Luxembourg, parce que le précédent, disons, le yiddish, on n'a pas pu faire les débats parce qu'on a été obligé à cause du confinement. Vous m'entendez? Il faut que je fasse plus, comme ça? Okay. Non, ça va, ça va. Voilà. Alors, cette discussion d'aujourd'hui aurait dû se faire avec notre cher ami Claude Guy, qui malheureusement nous a quittés. Mais donc, ça, c'est une première difficulté. Une autre difficulté, c'est que je dois faire face à un public et parler, discuter un film dont je fais partie. Et déjà, c'est super sympa d'accepter de faire partie. C'était pas évident, hein? Non, non. À la psychanalyste que tu es en plus. Voilà. Bon, donc on est là. Et je dois dire que dans ton dernier film, Yiddish, on découvrait l'essor de la poésie des années 30 en Yiddish, dans la beauté du langage, la musique, la liberté de formulation, sur fond de vérité tragique montante. Après, on se retrouve aujourd'hui dans Des mots qui restent, où tu cherches à mener tes interlocuteurs au refoulé de leur histoire en douceur, je dirais, et pour prendre des métaphores de l'inconscient, je dirais de l'ombre à la lumière. Et cette impression se confirme par ton emploi particulier des fenêtres dans ton film. Alors, beaucoup de gens vous diront, Nourit, c'est les fenêtres. Hein? Je vais commencer donc par les fenêtres, qui sont présentes dans toute ton œuvre. Et dans les films précédents, si vous vous souvenez, les personnes interviewées se tenaient de face, à côté d'une fenêtre, dans la pénombre, et passaient graduellement de l'ombre à la lumière. Les fenêtres font le premier cinéma, disait Joaquin Tazan. C'est les traducteurs, Oui, qui sont des gens, qui sont des gens de l'ombre. Voilà, voilà. Et en fait, alors cette fenêtre... C'est eux qui m'ont dit ça. Tu nous as mis à la lumière, parce qu'on est toujours à l'ombre, les traducteurs. Voilà. C'est vrai qu'on est devant la fenêtre à ce moment-là, quand ça s'éclaire. Hein. Mais cette fenêtre qui cadre, elle est carrée comme le sont les lettres hébraïques. Ces petits carrés qui, dans ton film, s'ouvrent pour accueillir d'autres langues qui viennent s'écrire. Parce que toutes ces langues étaient écrites en caractère hébraïque. Mais il faut dire là maintenant qu'à chaque film, ses propres fenêtres. Donc, par exemple, dans Yiddish, les interlocuteurs sont dans la rue au début. Ils marchent, on les voit marcher, ils arrivent devant, et ils sortent un badge où ils connaissent un code. Ils rentrent donc dans leur intériorité avec un code. Et une fois qu'ils sont dans leur appartement, disons, là, on voit des fenêtres réelles sur des jardins intérieurs, et on voit se faire leur rencontre subjective avec le yiddish et sa poésie. Donc, ton mouvement de caméra, là, nous a mené à découvrir le yiddish de chacun, et il enveloppait tout le film. On arrive au film actuel. Dans les mots qui restent, les interlocuteurs sont vus de dos. Alors, au départ, bien sûr, un dos sombre, dans le contre-jour. Ils sont plantés au milieu de la fenêtre. Nous sommes plantés au milieu de la fenêtre, et nous regardons tous à l'extérieur, loin, à distance, dehors.
Alors ça, c'est une première, disons, dans le mouvement de ta caméra. Pour pouvoir parler, il faut que l'on se retourne et que l'on quitte cette part d'ombre, ou plutôt que toi, tu retournes ton mouvement vers notre parole qui va éclairer quelque chose. Cela, ça m'a fait réfléchir, ça m'a posé des questions. Alors, est-ce que nous ne voulons pas parler, tout comme nos parents, on virait vers d'autres langues, en nous imposant, malgré eux, le silence, silence de leur langue et silence tout court? Alors, je voudrais te poser cette question, pourquoi tu nous filmes de dos? Et à quoi est-ce que nous tournons le dos? C'était ma première question. Après, je ne sais pas si tu veux la colle, hein, mais bon. Déjà, vous dites le mot de l'enfance, de dos. De dos, oui. Moi, j'ai l'impression qu'on peut écouter peut-être mieux, peut-être. C'est grave pour ce qui vient après, donc. Mais il y a quelque chose, bon, disons qu'on écoute autrement quand il y a le dos qui est plus abstrait. Moi, j'aime beaucoup filmer le dos, d'une manière générale, parce qu'il parle autrement, hein, le dos. Et puis, bon, vous dites le mot de l'enfance, peut-être, qui sait? Est-ce que tu as regardé ton enfance quand tu... C'est toi qui étais l'actrice. Bon, bref. Mais bon, comme on dit toujours, ça s'imposait à moi, n'est-ce pas? Oui, voilà. Soit. Alors, il faut aussi dire que tu as choisi... La question, comment je vais faire au prochain, c'est ça? Oui, voilà. On va Qu'est-ce que j'ai fait pour... Encore fait jour. Doucement au prochain, là, on commence. Et donc, du coup, tu as choisi de nous faire dire des mots qui restent tout au début, au départ, et après, on lit des textes à la fin, chacun des textes sur lesquels il a travaillé ou qui lui sont chers. Et je voulais te demander là une chose. Qu'est-ce qui t'a fait choisir avec moi ce bout de conte qui parle de la transmission féminine, la transmission du féminin par les tripes de la mère? Des contes, il y en avait, hein, il y en avait. Des bouts de conte aussi, des motifs aussi. Qu'est-ce qui t'a arrêté dans cette histoire où la vache dit « Tome las tripas, échalas al río, onde va la tripica, va y tú. Prends mes viscères, jette-les dans la rivière, là où elles iront, tu iras. » Moi, je peux te dire la phrase biblique en hébreu et qui dit Ruth, moi je dis Ruth, mais bon, j'aime pas Ruth, mais soit Ruth, à sa belle-mère Naomi, et elle dit en hébreu Ba'asher tilchi elech, là où tu iras, j'irai. Donc, peut-être, celui qui a écrit le conte, il avait à l'oreille peut-être, j'en sais rien, mais cette phrase, mais moi, cette phrase résonne fort. Là où tu vas, j'irai. En plus, je trouve ça extraordinaire. Et dans la Bible, c'est vraiment, elle va avec la belle-mère. Hein. Elle dit, je te quitte pas. La belle-mère la renvoie parce que les deux fils de Naomi étaient morts. Et bon, elle avait deux belles filles. Et il y a une qui a dit, non, je te quitte pas. Et l'autre la renvoie, non, tu restes pas avec moi. Elle dit, non, là où tu iras, j'irai. C'est ça. Alors que là, la mère vache est mourante, elle lui dit, n'aie pas peur, prends mes tripes, suis-les, là où elles iront, tu iras. Voilà. Mais toi, tu avais une raison pour laquelle, peut-être, on pouvait pas les raconter dans le film parce que la raison, c'était que moi, si vous voulez, ça c'est une version de Cendrillon et que dans les 320 versions grecques que j'avais traitées dans notre dictionnaire, il n'y a pas les tripes. Il y a les os de la mer qu'on préserve. C'est la partie imputrescible qu'on préserve pour les Grecs. Tout d'un coup, je vois, prends mes tripes. C'est la partie la plus putrescible, Alors, c'est à l'autre bout de la chaîne. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est pas grec. Et puis tout d'un coup, je suis allé chercher ce motif, mais d'où elle l'avait pris, cette blanchisseuse? Là, on a l'oralité qui évolue. Et là, je l'ai trouvé effectivement au Portugal,
où il y a la Gata Cenerentola, qui est dans ses tripes, on trouve un bijou. La fille trouve un bijou et ce bijou, ça décide de sa vie future. Alors je me suis dit, voilà, hein, les tripes, ça vient de là, mais ça a traversé les siècles, et voilà, voilà. Donc les Juifs ont emmené les tripes avec eux. On a amené les tripes avec eux, voilà, absolument, absolument. Je crois que c'est vrai un peu, non? La preuve. La preuve, parce que moi j'avais appelé tous mes amis catalogueurs de contes dans divers pays et je dis, mais vous connaissez ce motif avec les tripes? Et il y a mon amie Isabelle Cardigos de Lisbonne qui m'a dit, mais bien sûr, mais je l'ai, attends, je te l'envoie. Voilà. Donc après... C'est presque la raison pour laquelle j'ai insisté que quand tu dis ils étaient renvoyés de l'île comment ça s'appelle, ibérique, péninsule ibérique, il n'y avait pas Espagne, qui avait qu'Espagne, qui est du Portugal. C'était déjà un petit clin d'œil pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, voilà. Pour dire que le Portugal faisait partie. Puis, parce qu'on parle toujours. Il y avait beaucoup de... Dans la communauté des Juifs, il y avait des synagogues qui s'appelaient Lisboa, il y avait tout un... Voilà, et linguistiquement aussi, il y a beaucoup de mots qui ressemblent plus à du portugais d'aujourd'hui qu'à l'espagnol. Enfin, on va pas. Lynn l'a dit aussi pour la Jaquetia, qu'il y a beaucoup de mots au portugais dans la Jaquetia. Voilà, voilà. Donc, dans les 6 histoires racontées par tes intervenants, il y a une brèche. Dans toutes les histoires, il y a une brèche. Elle est faite soit par un départ en exil, soit par une disparition, soit par un voyage nécessaire par la force des choses, une contrainte de partir. Le traumatisme. Les 6 protagonistes sont, pour ainsi dire, des êtres déplacés, errants, de vrais voyageurs de contes. La brèche de l'exil est tissée, elle est intégrée dans la construction des personnes. Ils sont menés sans le savoir par des mots qui restent, ces mots et sonorités qui tissent très régulièrement et singulièrement le devenir de chacun. Ce sont des jeunes et des moins jeunes. Alors on remarque qu'il y a 4 intervenants qui sont moins jeunes, donc un peu plus âgés. Donc Lynn Anselem, Aldo, plus âgés que les tout jeunes, que Jonas Boni et Zohar El-Makias, bon, quand même quelques années de plus. Après, nous avons Aldo Naouri, il est un peu moins jeune, il me semble. Voilà. Bon. Et puis il y a moi, et puis il y a Anat Pik. Disons que nous, les plus vieux, d'une certaine façon, même c'est pas nécessaire de dire d'une certaine façon, nous servons de témoins d'un monde révolu, chacun à sa façon. Même si on n'est pas des témoins oculaires des premiers événements, on est une génération qui était juste après. Hein. Donc, Lynn Anselem dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. À un moment, elle dit, je la cite, « Toute ma vie, j'ai eu cette crainte, cette peur de n'avoir un jour plus personne à qui parler, si ce n'est le mur. » Le mur. Alors, je peux dire aussi comme ça que quant à moi, j'ai grandi devant un mur fait de matériaux psychiques. Alors, on remarque aussi que les jeunes, ils sont davantage à la recherche. Ils aiment la recherche d'un monde, d'accord, avant la brèche de l'exil et de la disparition, mais ce sont des gens qui se retrouvent à enseigner, à traduire, à parler, à écrire la littérature et la poésie. Et la rencontre de chacun des interlocuteurs avec des mots qui restent nous fait découvrir vraiment une incroyable diversité de langues juives qui étaient parlées. Hein, ce sont non seulement le judo-espagnol ou le Jaquetia, il y a les langues judo-arabes, libyen, persan, toutes ces langues s'écrivaient, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, en caractère hébraïque. Et on arrive à la sound poetry.
Ça, j'évoquais d'abord la poésie yiddish tout à l'heure. Ici, dans ce film, ce qui est vraiment surprenant, et c'est un moment très fort, c'est que ton film se termine sur l'acte poétique. L'acte poétique d'Anat Pik. Anat pratique la sound poetry, la poésie sonore, qui est en vogue un peu aujourd'hui. Nous connaissons le konokol en Inde, que c'est avec la bouche, les gens ils font mais ce qui est un art vieux. Elle nous plonge dans l'oralité, loin de la signification, de la syntaxe et du lexique. Elle nous fait entendre de l'intérieur d'elle-même les explosions de langage de sa mère et de sa grand-mère qui s'engueulaient dans la cuisine ou qui parlaient fort et qui se disputaient, avec ces giclements tranchants qu'elle reproduit. Surtout la grand-mère. Surtout la grand-mère, oui. Mais bon. Et Mélodie. Et d'ailleurs, on voit comment on entend une petite fille, Anat, qui recevait l'impact de ces sons sans en percevoir le sens. Avec cette poésie sonore, Nourit, ton film Des mots qui restent nous plonge dans les racines de l'affect, en deçà du sens. Et toi, dont le défi est de filmer la parole, tu nous emmènes encore plus loin, cette fois-ci, à voir les sons qui façonnent l'émergence psychique du langage. Jusqu'où vas-tu nous emmener dans ton prochain film? Et là, on dit merci. Merci.